Prats de Molló est un petit bourg catalan de 2000 habitants, situé aux confins de la vallée du Tec, dans le Haut-Vallespir. Au cours des mois de février et mars 1939, un événement historique sans précédent va marquer profondément la vie des habitants du village. Le 26 janvier 1939, la ville de Barcelone tombe aux mains de Franco. La population catalane se dirige alors vers la frontière française pour échapper à la répression et au bombardement franquiste. Ces civils vont bientôt être rejoints par une partie de l'armée républicaine en déroute. Cette retraite, la retirada, entraîne dans l'exode des centaines de milliers de réfugiés. Mais en approchant de la frontière, ils comprennent bien vite que leur accueil pose un problème à des autorités françaises complètement dépassées. Le gouvernement centre-droit d'Édouard Daladier, partagé entre sa crainte de ne pas respecter les valeurs républicaines et la perspective de voir déferler en France les hordes révolutionnaires rouges, décide enfin, le 28 janvier, d'ouvrir la frontière à un contingent de 2000 personnes par jour, mais uniquement à des civils et des soldats blessés. À Prats de Molló, le bouquiniste Patrick Lluís est la mémoire vivante de l'exode des réfugiés espagnols de 1939. Donc il y a eu un exode massif de militaires et de civils qui ont pris les routes, n'importe quelle route, vers les Pyrénées, l'objectif étant de passer la frontière. À ce moment-là, il y avait 3 points frontières officiels entre les Pyrénées-Orientales et l'Espagne. C'est-à-dire il y avait Cerbère, le Perthus et Bourg-Madame qui se situe en Cerdagne. En dehors de ces 3 points frontières officiels, il y avait tout un tas d'autres points frontières non officiels, des chemins muletiers, parfois des sentiers, des pistes ouvertes, etc. Un grand nombre de ces personnes-là donc ont opté pour le col d'Arles, qui se trouve donc à proximité de Prats de Molló. Sur les cartes espagnoles, il y avait bien une route qui menait jusqu'au col d'Arles, mais les réfugiés ignoraient que du col jusqu'à Prats de Molló, la route était toujours en construction et qu'il n'y avait qu'un vague sentier muletier pour arriver au village. Les réfugiés montent, quelques dizaines au départ, quelques centaines, puis quelques milliers, avec les franquistes derrière. Les réfugiés passent la frontière, et puis là ils se retrouvent donc sans piste, sans route, avec un matériel militaire extrêmement important et nombreux, des petits tanks, des camions, des véhicules et des voitures. Et donc à ce moment-là, ils ont fait le choix, au lieu de les abandonner aux mains des franquistes, de tout jeter dans un ravin. Et donc là, on a retrouvé des dizaines et des centaines de véhicules militaires, civils, des camions, des voitures, des tracteurs, des tanks, tout ce qu'on veut, qui ont été jetés volontairement par les réfugiés. Parmi les réfugiés, il y a des militaires, des hommes jeunes, solides, mais il y a aussi des femmes, des vieillards, des enfants, des personnes handicapées, avec tous leurs bagages et à pied, bien sûr. Certains vont se perdre et se retrouveront très loin du village. Certains vont mourir. Donc quand les réfugiés espagnols et catalans ont passé la frontière au col d'Arles, il se trouve que 3 virages plus loin, c'est-à-dire environ 200 mètres ou 300 mètres après le point frontière, il existe une ancienne chapelle du XIIIe siècle qui s'appelle la chapelle Sainte-Marguerite. Et donc les réfugiés espagnols qui passaient là, pour la plupart, ont pu se réfugier dans ce lieu. Et on a retrouvé récemment l'écrit d'une personne qui passait là et qui décrit donc qu'elle arrive dans ce lieu, qu'elle se réfugie là, dans l'obscurité, de la paille,
Ça peut contenir environ 25 ou 30 personnes, guère plus, mais ces personnes ont eu la vie sauve grâce à cette chapelle. Il y avait des blessés gémissants, ils avaient froid, ils avaient faim, mais ils ont eu la vie sauve grâce à cet endroit. En ce qui concerne donc Prats de Molló, donc tous ces réfugiés se sont retrouvés en passant la frontière, sans chemin. Ils savaient très bien qu'il y avait Prats de Molló qui était là. Dans un premier temps, la commune a vu arriver pareil, quelques dizaines de réfugiés, a prévenu la préfecture, et puis quelques centaines, puis quelques milliers. Donc là, il y a des témoignages écrits de l'époque qui ont été réalisés notamment par le secrétaire de mairie de l'époque et par le responsable des douanes de l'époque qui également a fait un rapport manuscrit très circonstancié. Le 27 janvier 1939, vers 11h du matin, arrivent par le pont Gaston-Gérard les premiers fuyards par groupe de quelques personnes. Des vieillards, des femmes et des petits-enfants, le défilé commence. Amenée dès son arrivée dans notre ville, cette foule affamée est conduite vers les préaux des écoles, où une crèmerie provisoire a été aménagée par les services municipaux. La distribution de café, de lait, de chocolat, de boissons très chaudes, de pain blanc viendra calmer les affres de la faim et l'immense fatigue de ces loques humaines. Le 27 janvier 1939, à 4h du matin, le brigadier Mallet et l'agent spécialisé Bourra arrêtent 3 hommes qui se laissent volontiers appréhender. Interrogés, les inconnus se disent miliciens de l'armée républicaine espagnole. Ils sont porteurs de 3 grenades et d'un revolver. À 8h, la population de Prats voit avec stupeur déboucher sur les hauteurs de Sainte-Marguerite une foule ininterrompue de gens qui se dirigent vers le village. Et quand ils sont arrivés à Prats de Molló, ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'il y avait à ce moment-là une barrière de gendarmes et qu'effectivement ils étaient tous fouillés. La préfecture avait envoyé dans un premier temps des gendarmes, dans un second temps des spahis ou des Sénégalais. Ils sont accueillis à l'école. L'école est devenue une infirmerie, on y a mis les malades et les blessés. Ils étaient absolument partout. Ces gens-là étaient fatigués, malades, épuisés. Donc il fallait leur trouver des abris. Donc les premiers ont été relativement mieux accueillis puisqu'ils avaient des abris en dur, parfois du chauffage, mais les autres avaient des abris faits avec des branches. Donc tous les hôtels ont été réquisitionnés. La salle de cinéma, la chapelle, l'église. Pour la petite histoire, ce sont les anarchistes qui ont occupé l'église, qui avaient brûlé des églises en Espagne, certains. Donc là, ils se sont engagés à ne rien faire, et effectivement, ils n'ont pas détruit le patrimoine. Tous les lieux publics et municipaux ont été occupés, mais ça n'a pas suffi. Donc les gens ensuite ont été accueillis chez les particuliers, dans des masses, des fermes, des maisons particulières, etc. Mais ça n'a pas suffi non plus. Quand tout le village était plein, on a fait des camps à l'extérieur du village. Quand les camps ont été constitués, effectivement, là, ils étaient gardés. Effectivement, c'était des camps de concentration. C'était la dénomination officielle. Sur tous les documents administratifs en France, on voyait camp de concentration. Il a fallu nourrir ces gens-là. Les républicains avaient amené avec eux des chevaux. Ces chevaux ont été tués, consommés. À Prats de Molló, durant toute cette période, il y a eu une énorme solidarité de la part des habitants envers les réfugiés. Le journal de l'époque se faisait même le reflet de cette solidarité, le correspondant local indiquant tous les jours qui avait donné quoi. Ainsi, on peut retrouver que Madame Prujat, la boulangère, a donné 2 paires de chaussettes. Monsieur Barboteau, l'éditeur de cartes postales, a donné 10 francs. Une anecdote aussi, une personne qui avait, à Prats de Molló, une habitante, qui habitait au premier étage, et pour aller du rez-de-chaussée au premier étage, il y a 12 marches. Et donc tous les jours, elle accueillait 2 personnes par marche. Donc tous les jours, elle accueillait 24 personnes. Et tous les jours, elle faisait la soupe pour 24 personnes. Le notaire de l'époque, M. Guillieu, a recueilli chez lui des intellectuels, des écrivains, des poètes, des peintres. Grâce à ses relations à Perpignan, il leur a obtenu des sauf-conduits, et ils ont pu ainsi quitter Prats et partir pour la plupart au Mexique. En 2017, en faisant des travaux dans l'ancien garage de M. Guillu, on a trouvé un tableau du peintre catalan Tissner, qui en 1939 était lieutenant-colonel dans l'armée républicaine.
Il avait été recueilli par M. Guillieu, à qui, en reconnaissance de son hospitalité, il avait fait cadeau de ce tableau. Tissner s'est lui aussi exilé au Mexique. Il a fallu bien sûr évacuer cette population-là, puisqu'on ne pouvait pas garder 100 000 personnes. C'était compliqué en plein hiver, 1939, période compliquée, la guerre qui se profilait. C'était assez complexe. Certains ont été envoyés dans d'autres camps. Ils ne savaient pas ce qui les attendait, donc ils supposaient que là ils avaient vécu le pire et qu'on allait les envoyer vers des camps structurés, beaucoup plus confortables. Ils se sont retrouvés à Argelès, donc sur des plages de sable où il n'y avait rien, absolument rien. Absolument rien. Il ne faut pas avoir honte de dire qu'à ce moment-là, la France a été en dessous de tout, dans l'accueil. La France qui sortait à peine du Front populaire. Hein. On aurait pu espérer que le gouvernement ait une autre approche de cette population républicaine. Non, l'accueil a été des plus terribles. D'autres républicains ont trouvé du travail, puisqu'il y avait un gros besoin de main-d'œuvre à ce moment-là, notamment pour effectuer des travaux difficiles dans les mines, dans les bois, casser du caillou, des choses comme ça. Donc certains républicains ont été volontaires pour ces travaux très durs, donc, ce qui leur a permis de quitter les camps, d'avoir des contrats de travail. Après l'instauration du régime de Vichy, les républicains espagnols s'engagent par milliers dans les réseaux de résistance français. Symbole éclatant de la revanche, le premier détachement de la 2e division blindée, la 9e compagnie, la Nueve, envoyé par Leclerc le 23 août 1944 au secours des Parisiens insurgés, est composé en majorité de républicains espagnols. Les chars, les automitrailleuses, sous les ordres du capitaine Drone, portent tous des noms espagnols. Tout ça a été oublié par l'histoire et ne figure jamais dans les manuels d'histoire, absolument jamais. Ainsi, pendant les mois de février et mars 1939, plus de 500 000 militaires, civils, femmes, enfants et vieillards vont passer en France pour fuir les armées de Franco. No pasará, no pasará, no pasará, no pasará.